les politiques européennes de développement, que ce soit. Il y en a d'autres qui sont sur les secteurs comme l'énergie, là en France, en Allemagne ou ailleurs, hein. Et il y en a d'autres qui sont sur, comment dire, une base un peu hybride en fait, hein. C'est à la fois du soin aux populations, de la recherche et documentation. D'accord? Donc là-bas, en tant que chercheur du côté de l'Ukraine, tu vois, et en tant que, comment dire, qu'expert, voilà, observateur, plus exactement. Et donc, c'est eux qui rendaient compte régulièrement au Parlement de l'avancée de tout ça. Le problème, c'est qu'en fait, il y a une distorsion entre ce que, ce que veulent les Européens, ce que veulent les Américains, ce que font les Ukrainiens. Sachant que même parmi les Ukrainiens, en fait, il y a beaucoup de dissensions, quoi, entre Zelensky lui-même, certains généraux, après certains groupes paramilitaires nationalistes en Ukraine, hein. Par exemple, on connaissait le bataillon Azov, bien que Azov a aujourd'hui été réduit à portion congrue. Il y en a encore d'autres à côté. Mais c'est surtout en fait une guerre de l'information qui se livre beaucoup, hein. Donc c'est ce qu'il disait, on voit un petit peu partout sur Internet, les, comment dire, Victoire BFM ou quoi, voilà. C'est plus de ça qu'il s'agit parce qu'en fait, il y a beaucoup de médiatisation, c'est-à-dire beaucoup des militaires, mais aussi euh, des professionnels, donc, hein, de la photographie, du montage, des journalistes qui vont mettre en scène, en fait, le combat, donc, le long de la ligne de front pour donner une certaine consistance, une certaine réalité à l'offensive de Kiev qui a été lancée dans le sud. Offensive qui, pour le coup, c'est vrai, même les observateurs sur place ont pu témoigner, elle a véritablement avancé. Donc les Russes ont bien reculé. C'est c'est pas juste des mensonges d'État, hein, c'est vrai. Cependant, malgré leur avancée, ils sont face à un terrain qui est particulièrement difficile pour eux parce qu'ils s'éloignent donc de leur position, des villes qui leur servent de hub, c'est-à-dire pour le transfert des hommes, du matériel, etc., et de l'information. Mais en plus, pour le combat, ils arrivent vers des zones où c'est à la fois marécageux, c'est à la fois des rivières, mais ensuite, il y a aussi énormément de plaines. Et là, dans la plaine, c'est problématique parce que ils peuvent pas poursuivre une offensive contre les Russes à découvert sans s'exposer directement à l'artillerie, à l'aviation russe et à tout ce qui s'ensuit. Après, il y a aussi des rumeurs qui ont été plus ou moins, comment dire, ce serait pas évident de dire qu'elles sont fondées, mais on peut pas dire non plus que c'est juste des fabulations, mais que des commandos ukrainiens ont déjà tenté d'approcher la centrale de Zaporozhye. Ça, c'est vrai. Des commandos se sont rapprochés. Il y a eu des combats. Il y a eu même des tentatives d'assaut avec le soutien de l'artillerie ukrainienne, hein. Voilà. Mais aucune de ces attaques n'a porté ses fruits. Finalement, la centrale est toujours aux mains des Russes, mais elle a quand même subi des dégâts, notamment dans son
système de refroidissement. C'est-à-dire qu'en fait, les Russes vont certainement soit redistribuer le courant vers la partie qu'ils contrôlent, et donc priver les Ukrainiens de la plus grosse centrale dans la région, de manière tactique, bien sûr, hein, dans une optique de guerre, mais également pour comment dire, soulager en fait l'infrastructure elle-même qui a été endommagée, donc qui ne peut pas être utilisée à son plein potentiel. Donc, le- la délégation de l'AIEA qui a été convoyée au travers du territoire contrôlé par Kiev jusque vers la centrale a bien pu constater effectivement que la zone est très militarisée. Elle a même constaté qu'il y avait des personnels militaires et des armes dans la centrale elle-même, donc des personnels militaires et des armes russes. C'est ce qui était ressorti aussi dans la presse. Mais c'est un constat en fait à la fois normal parce que ça sert à rien d'avoir des... Enfin, on peut pas contrôler une centrale nucléaire dans une zone de guerre sans avoir du personnel militaire. Et pour le personnel militaire, bien sûr, il lui faut des armes. Sinon, il n'est pas capable de remplir sa fonction. Donc ça, c'est normal de trouver tout ça sur place. Mais en fait, c'est plutôt l'instrumentalisation qui en a été faite et ben, par les Ukrainiens et par les Occidentaux derrière pour mettre en exergue le comportement irresponsable des Russes. Ce qui n'est pas faux, c'est vrai, mais malgré tout, il faut reconnaître que euh, c'est pas les Russes eux-mêmes qui ont porté des coups à la centrale. Ils vont certainement pas bombarder un édifice de cette importance qu'ils contrôlent eux-mêmes en plus. Voilà. Euh, et dans l'immédiat, ce sont les informations qu'on a pu recevoir donc à l'Union européenne, mais euh, on se pose également la question de savoir si une délégation donc d'experts européens, en plus bien sûr de ce qui a déjà été constaté par l'AIEA, ne pourrait pas être envoyée directement là-bas, à la fois pour manifester la volonté de l'Union européenne d'inclure l'Ukraine dans son espace, mais également pour se poser en médiateur crédible, en fait. C'est essentiellement ça. Après, les documents sont ceux qu'on a reçus, c'est en gros des documents de première main. Ils n'ont pas été, ils, ils n'ont pas été officialisés, ils n'ont pas été remis dans le contexte dans un contexte particulier, quoi. C'est essentiellement des mails, ça va être essentiellement de la documentation papier ou autre, voilà. Il y a autre chose que tu veux savoir? Hmm. Oui, en fait, d'après ce que j'ai entendu, les Russes ils savaient pertinemment en fait que l'armée ukrainienne allait lancer leur offensive dans le nord, Hein, et donc oui. ils ont fait exprès de se retirer pour les attirer justement vers la plaine et pour pouvoir les bombarder et reprendre en fait la place. Mais Alors, bon, c'est un état de fait. Déjà, ça a été constaté. Les Américains l'ont constaté. Les forces en présence, donc c'est-à-dire les républiques du Donbass l'ont communiqué. Les Russes l'ont communiqué. Les Kieviens l'ont également communiqué. Donc oui, c'est un état de fait. Les Russes ont reculé. Donc d'une certaine façon, l'offensive a rempli son rôle, mais elle n'a pas été capable
d'opérer une percée dans les lignes russes. C'est surtout ça. Alors, c'est lié à beaucoup de choses. C'est déjà le fait des pertes humaines lors de cette avancée. C'est, comme je l'ai expliqué, à une attaque, comment dire, directe, hein, voilà, mais également le risque de s'avancer trop loin en territoire russe et de se faire piéger. Voilà. C'était une des observations qui était parvenue. C'est-à-dire que s'ils s'enfoncent trop loin dans les lignes russes, les Russes pourraient bien les isoler, donc reproduire la même situation avec les chaudrons qui ont été mis en place par les républiques de Donetsk et Lugansk, en partenariat bien sûr avec les forces russes, voilà, dans le Donbass. Cette situation pourrait se reproduire sur la ligne de front actuelle. Voilà. Si le gros des troupes ukrainiennes parvenait à passer, puis était arrêtées et encerclées. Voilà, elles seraient coupées de ses ravitaillements, donc c'est quelque chose, c'est une situation trop risquée. Et tu as entendu concernant le référendum de Zaporozhye et Kherson, je crois, qui demande leur indépendance? Alors, non, ça c'est trop récent. On n'a pas encore eu. Je l'ai appris comme ça sur le chemin du retour, en rentrant en France, mais on n'a pas eu de confirmation. On sait juste que c'était une volonté des Russes euh, de le faire. On sait que les Ukrainiens pourraient, donc j'ai pas dit qu'ils allaient le faire ou quoi, mais véritablement pourrait tenter de bombarder ou de lancer une offensive ou de causer quelques zizanies que ce soit pour empêcher ce référendum. Ok. Et concernant en fait les impôts que l'Union européenne va bientôt mettre en place, il s'agit de quoi en fait? C'est les impôts sur quoi? Alors en fait, ce sont des projets qui viseraient à soit partager un impôt commun entre les citoyens de l'Union européenne, d'accord, pour une meilleure répartition des ressources énergétiques, d'accord, entre les différents États. C'est-à-dire que ça permettrait une certaine homogénéisation des capacités énergétiques, voilà, en temps de crise. C'est un projet qui a été évoqué parce qu'en fait, là, pour le moment, l'État qui s'en sortirait le mieux avec ses propres installations en Europe, c'est la France. Voilà, grâce au nucléaire. L'Allemagne pourrait, pourrait se débrouiller grâce à ses centrales à charbon, grâce éventuellement à l'import de gaz naturel. Ça, ce serait une possibilité. Mais les autres États, notamment est-européens, sont trop dépendants du gaz et du pétrole venus de Russie. Donc, eux vont plutôt essayer de négocier sur l'apport en ressources fossiles, donc soit via les pipelines ukrainiens, donc qui vont jusqu'à la Transnistrie, je crois. Je crois que c'est ça, la Transnistrie. Et ensuite arrivent dans l'Union européenne, ou alors essayer de négocier avec la Turquie. C'est une possibilité, mais en fait, c'est l'enjeu derrière tout ça, ce n'est pas tant le fait que les Européens pourraient avoir très froid cet hiver, mais plutôt le fait que les industries européennes, d'accord, parce que dans le marché européen, en fait, euh, il y a une liberté totale hein, et consacrée par les traités européens de circulation des biens, des personnes, des capitaux et des entreprises. Voilà. Donc,
ça, c'est un grand marché commun et les États n'ont pas à installer de régulation contraignante à cette circulation. Le risque, c'est que l'affaiblissement des ressources fasse disparaître beaucoup, de, beaucoup de ces industries, ou du moins beaucoup des entreprises et de la capacité de production parmi les États de l'Union européenne dont l'économie est déjà fragilisée par le Covid-19 et par la crise économique, voilà, actuelle. C'est ça en fait qu'on craint. C'est un retour finalement au protectionnisme, un retour vers les États-nations. Parce qu'en fait, l'Union européenne vit de ce marché commun, vit de ce que les États ont délégué leurs prérogatives sur la monnaie, sur la douane, sur comment dire, le droit de la concurrence à l'Union européenne. Or, si les États voient que leur économie, leur population sont menacées par une politique européenne finalement inefficace et dangereuse, certains pourraient, donc on ne pense pas aux petits États, c'est-à-dire un petit État qui s'en va, bon, déjà on ne s'en va pas comme ça, on ne quitte pas l'Union européenne comme ça, c'est quand même compliqué, il y a une procédure à suivre, un peu la procédure qu'ont suivi les Britanniques, mais c'est-à-dire que si demain la Roumanie s'en allait, c'est dommage à dire, rien contre les Roumains, mais ce ne serait pas un gros problème. Si par contre la France s'en allait, si l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne décidaient de quitter le navire, là, ça pourrait provoquer un chemin de domino, en gros. Voilà, un effet domino sur les autres pays. Donc, peut-être pas de quitter l'Union européenne, mais de rétablir des frontières, de rétablir un certain protectionnisme, de rétablir une intervention de l'État pour sauver les entreprises nationales. C'est ça la crainte derrière la pénurie de ressources. Et donc, une mesure envisagée serait de partager la ressource, ou du moins d'équilibrer les coûts, en allant, pourquoi pas, vers une gestion européenne de la ressource ou un impôt européen de la ressource. Et si les pays européens acceptent cet impôt, c'est comme s'ils renonçaient encore plus à leur souveraineté, non? C'est tout à fait ça. Après, c'est le processus décisionnel qui va être pris en compte. C'est que normalement, quelque chose de cette importance-là, soit les États européens doivent prendre la décision à l'unanimité, soit ce sera à la majorité. Voilà. Tout dépend en fait de l'importance du traité. Et je sais plus, après, c'est par rapport aux accords européens. Il faudrait que je revoie un peu dans mes papiers, que je refouille un petit peu. Mais dans certaines conditions, on prend les décisions à la majorité, en fait. Et non plus à la majorité absolue. Enfin, à l'unanimité, excuse-moi. Hmm. Et tu sais que Klaus Schwab, il avait dit que il y aurait justement beaucoup de personnes qui perdront leur emploi, qu'il y aurait des PME qui disparaîtront, enfin une grande majorité des PME qui disparaîtront et que c'était dans son plan. Il avait écrit dans son livre Great Reset, je crois que c'était en Oui. 2020. Et le mec il se réjouit en plus, hein. Il se frotte les mains. Eh ben, c'est-à-dire que l'Europe, c'est un marché.
c'est un marché, et donc la disparition des entreprises et la précarisation du salariat, c'est c'est ce qu'il y a de mieux en fait pour un capitaliste, c'est-à-dire pour un prédateur capitaliste, afin de se faire sa place dans ce marché. Mm. Et je crois que je viens de voir une nouvelle là, les Turcs, ils veulent Oui. pousser, comment on appelle ça? Bref, ils veulent pousser justement 100 000 migrants vers la Grèce, c'est-à-dire vers l'Union européenne. Parce que Ah, je ce crois serait pas étonnant. qu'ils ont un J'ai litige. pas vu de papier passer à propos. Moi, c'était une branche particulière qui était sur l'Est, en fait, hein, frontière de l'Est, voilà. Ouais. Est-ce que tu Après, il y a connais... un problème, c'est juste comme ça, hein, voilà. Ils se discutaient, donc là, j'ai pas vu de papier, j'ai rien du tout là-dessus, hein, mais ils se discutaient de savoir si il y a vraiment des canons César, donc français, envoyés par Paris à l'armée ukrainienne, parce que Paris a formé des artilleurs ukrainiens pour utiliser ce matériel qui est, comment dire, c'est du matériel de haute précision quand même, voilà, en Ukraine. Donc, paraît-il que certains canons César ont été détruits au combat, Oui, c'est vrai. mais d'autres ont été directement revendus par les militaires ukrainiens. Voilà. Les armes feraient l'objet d'une contrebande. Et le problème, c'est que si jamais on décidait de faire entrer l'Ukraine directement dans l'Union européenne, en fait, il serait encore plus compliqué d'établir des postes de douane, voilà, ou des contrôles de douane pour arrêter ce trafic d'armes. Bon, sachant que il y a déjà un trafic sur les armes, entre guillemets, armes légères, c'est-à-dire les fusils d'assaut, les pistolets, etc., le matériel militaire, ainsi que les munitions. Voilà, dont beaucoup déjà ont été volés. À ton avis, est-ce que tu penses pas que c'est fait exprès quand les Américains, par exemple, vendent des armes à l'Ukraine, ils utilisent une partie, l'autre partie ils revendent, c'est-à-dire que cette autre partie des armes va peut-être servir, par exemple, pour une guerre civile dans un pays étranger. Hum, Alors là, en fait, c'est une théorie qui est surtout reprise, disons, par les partis, entre guillemets, d'extrême droite européens. Voilà. Même si l'extrême gauche, d'accord, euh, y voit également une possibilité. Mais du moins dans les extrêmes de l'échiquier politique européen, on se méfie déjà beaucoup des Américains, voilà. L'extrême droite parce qu'ils voient là une concurrence et une ingérence, et l'extrême gauche parce qu'ils y voient là aussi un adversaire historique. Mais tous ont le sentiment, donc, effectivement, c'est quelque chose qui profite aux États-Unis parce que eux vendent leurs armes, ils peuvent ainsi aussi détourner euh, les armes d'un circuit donc directement ukrainien vers d'autres d'autres territoires. C'est une possibilité qui est réfléchie par beaucoup de monde, même si on n'a pas encore de preuves actuellement. Mais ensuite, un des problèmes qui se pose, c'est de savoir est-ce que les armes sont pas plutôt destinées à l'Europe? Donc, est-ce qu'elles sont pas plutôt destinées à des groupes séparatistes en Europe? Donc, il y a quelques années, on aurait dit, par exemple, les groupes basques. Actuellement, on pourrait dire toujours en Espagne, pourquoi pas les Catalans. Il y en a d'autres qui parlent de certains
d'un certain regain de tension dans les Balkans, parce que les Russes pourraient tenter euh, de raviver les conflits balkaniques, notamment en soutenant la Serbie contre le Kosovo, enfin, pardon, contre l'Albanie dans la province du Kosovo. C'est une possibilité qui a été évoquée et en raison, parce qu'il y a cette possibilité, on évoque aussi la possibilité qu'une partie des armements soit à destination non officielle de l'Albanie en vue de protéger cet allié potentiel contre un potentiel allié russe euh, celui-là serait serbe, quoi. Voilà. Hmm. On croit vraiment à une possibilité de retour de la guerre en Europe. Parce que là, la guerre est aux frontières de l'Europe, elle n'est pas vraiment dans l'Europe. Voilà, c'est une possibilité. Et de même, en France, on s'inquiète toujours, bien sûr, de la menace terroriste. Et donc, que ce soit terrorisme islamique, terrorisme d'extrême droite ou tout autre, quoi. Même le grand banditisme qui, lui, est une menace permanente. Et tu sais que je crois que Macron a donné un discours à l'Union européenne, enfin à l'ONU, je crois, je sais plus, où il avait dit Ouais. qu'en fait, il faut choisir entre la guerre, la paix, bref. Son discours avait l'air, comment dire, il avait envie d'envoyer le peuple à la guerre, c'est ça, à la baston. Et Hmm. donc, je me Non, demandais, là, c'est un discours politique, en fait, oui, qui oui, s'inscrit dans le moment et tout. On peut lui prêter cette volonté, hein, c'est pas faux. Pourquoi pas, on peut l'interpréter comme ça, mais jusqu'à présent, Emmanuel Macron n'a fait aucune démarche en ce sens. mais est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, des conditions qui pourraient réunir pour qu'il invoque, par exemple, la loi martiale? Alors, à ma connaissance, il n'est plus possible aujourd'hui, techniquement, hein, de mettre en place la loi martiale. Voilà. On peut juste étendre l'état d'urgence qui est déjà déclenché actuellement, hein, depuis la crise du Covid. Voilà, on est toujours en état d'urgence. Là, l'état d'urgence a été accru avec la guerre. Donc, voilà. C'est un phénomène, c'est un dispositif, pardon, très large, hein. Ça couvre à la fois les domaines comme les domaines hospitaliers, ça couvre à la fois les domaines de comment dire, l'acheminement des ressources, l'acheminement des aliments, le transport des personnes, voilà, sur l'ensemble du territoire national et au-delà. Voilà, en gros, c'est tout ça ensemble, hein. Loi martiale, ça ne me paraît pas vraiment possible. Mais en fait, il ne peut pas directement déclencher la guerre s'il n'y a pas, euh, si la France n'est pas directement visée par une attaque. Voilà. En Hmm. fait, la seule chose qui pourrait, à la rigueur, servir de casus belli, ce serait peut-être un accrochement entre les forces françaises aux frontières de la Russie avec des troupes russes ou avec des alliés de la Russie, par Et exemple. les Tchétchènes, par exemple. Oui et encore. Et en fait, là, quand je disais des alliés de la Russie, les Tchétchènes, pourquoi pas, mais je pensais particulièrement aux républiques de Donetsk et Lugansk. Hmm. Et tu sais que je Voilà. viens de voir qu'il y avait des convois chinois en Ukraine, enfin qui aidaient en fait les Russes. Donc on avait vu Ah, des... c'est tout à fait possible, hein. Ça, c'est tout à fait possible, mais j'en ai pas connaissance.
Et après, il y a aussi un autre point de litige, par exemple, entre la guerre en Ukraine et la guerre en Arménie, c'est-à-dire entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, supporté par la Ouais, Turquie, en fait. ouais. Bah, effectivement, c'est une possibilité. C'est une possibilité qui n'est pas à exclure. Euh, après, je ne saurais pas t'en dire plus là-dessus. Non, en fait, comme l'Azerbaïdjan a attaqué l'Arménie, et du coup, en fait, l'Union européenne, il fait rien du tout, en fait, contrairement à l'Ukraine. Et il faut savoir, par exemple, qu'en Ukraine, je crois 60% des terres ukrainiennes appartiennent justement à des grandes corporations d'origine étrangère. Oh, ça, c'est certain. C'est, l'Ukraine, c'est quand même un grand marché, hein. C'est un grand producteur agricole, l'Ukraine. Moi, moi, si j'étais Poutine, je rafle tout, comme ça, histoire de les stresser un peu, hein. Oh, t'inquiète, hein. Progressivement, progressivement. Poutine, ça va, jusqu'à présent, il n'a pas encore perdu la guerre comme on le prédisait, hein. Ouais. Mais tu sais que en Russie, ils ont déjà commencé le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire leur nouvel ordre mondial, c'est-à-dire qu'on peut retrouver par exemple des robots, des humanoïdes hein, qui Ouais. font genre serveur. Donc tu voyais Ah, la jeune femme on là, mange tout. la jeune femme russe qui commandait un café, je crois. Et donc du coup, il y avait le robot, donc tout était automatisé. Donc tu avais ton café ensuite. Ah oui, d'accord, non, je ne savais pas. Ouais. Ils ont aussi mis la technologie, euh, les paiements avec, comme en Chine, les paiements avec la tête en fait. Ah oui, avec le visage, la reconnaissance faciale sur le paiement, oui. Ouais. Parce qu'en Chine, par exemple, il y a ce qu'on appelle les cantines publiques. Donc tu peux aller te servir et ensuite tu as un guichet. Tu poses ton plat sur le guichet en fait et en fait ça scanne ton plat, ça scanne ton visage et ça déduit automatiquement sur ton compte en banque. Ah oui, oui, oui. Oui, je vois, je vois. J'ai entendu parler de cette technologie en Chine. Donc là, Mais je ne ça... savais pas que la Russie avait la capacité de mettre ça en œuvre. Non, non, ils sont quand même, ils sont vraiment avancés. Ils ont fait beaucoup de progrès. Et donc, est-ce que toi, tu penses que Poutine, il serait pas en train de jouer un double jeu? Euh, Franchement, je ne sais pas du tout. Parce qu'en fait, ce serait possible, hein, mais à l'échelle de la Russie, faudrait vraiment un plus grand développement. C'est-à-dire, le pays est tellement grand, il faudrait beaucoup plus de ressources, il faudrait beaucoup plus, comment dire, de connexion. C'est-à-dire, le pays, il est tellement grand, voilà, il faut peut-être le double de ce qu'il y a en Chine pour arriver à couvrir ne serait-ce que les grandes villes russes. Hmm. Voilà. C'est surtout ça, en fait, mon impression. Et est-ce que vous avez parlé, par exemple, des monnaies numériques? Non, Non? non, non. En fait, du moins, peut-être dans d'autres services, mais sur le mien, non. Voilà. On n'était pas trop dédié à ça, mais on était surtout plutôt sur l'état de crise, hein. Voilà. Ouais. Donc en fait, est-ce que tu sais que, enfin, je pense que je te l'ai déjà dit, que là, la Chine achète du gaz à la Russie pour le revendre à l'Europe? Oui, bon, ça, on est au courant depuis un moment, c'est sûr. Mais en fait, c'est du gaz entre guillemets propre, c'est-à-dire que les Européens, ils ont bonne conscience vis-à-vis du gaz qu'ils consomment parce qu'ils se disent, voilà, on achète du gaz chinois ou on achète du gaz turc ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, et c'est pas du gaz, c'est pas du pétrole russe.
Donc, Voilà. il y a quand même plusieurs points de zone de, entre guillemets, combat, on va dire, que ce soit politique ou économique, par exemple, en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient et en Antarctique, je crois. Donc, en Antarctique, en fait, à ce qui paraît, il y a des ressources, des terres rares, hein. Ah Et oui, donc, oui, c'est ça, c'est vrai. du coup, la Chine et la Russie se sont réunis là-bas. Et les Américains, de l'autre côté, ils essaient de les empêcher justement d'accéder à ces zones-là. Mais C'est apparemment, possible. apparemment, il y a une zone en Arctique où il y aurait justement des bases secrètes américaines. Donc, bases secrètes pour étudier quoi, ça, je sais pas, hein. Mais ce qui est bizarre, en fait, c'est que il y a certains endroits, justement, certains de ces bases, ils ont le nom, en fait, le nom des variants Covid, c'est-à-dire variants Omicron, tout ça. Et c'était assez intéressant. Donc il y a quand même plein de choses à voir en Antarctique qui ne nous disent pas évidemment, qui Bon, pourraient... alors, d'un point de vue strictement légal, normalement, l'Antarctique, on n'est pas censé y déployer de troupes militaires. Voilà. Sauf si c'est pour assurer la protection d'un complexe scientifique. Voilà. Après, des avions militaires qui survolent la zone ou alors des expéditions avec des militaires, voilà. Ça, oui. Mais j'ai pas du tout connaissance de telles installations militaires américaines là-bas, ni chinoises. Plus, il y en a. Il y en a dans le au nord du cercle polaire, toujours dans les territoires russes de la mer du... Ouais.